Bonjour à tous, je suis Alain Elaili. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, ça fait la première fois en 18 mois que je vois plus que 20 personnes dans la même salle, donc ça fait un peu bizarre. C'est les joies de travailler à la maison. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de GitHub Actions. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'être. Voilà, vous avez le seul slide que j'ai en magasin. Donc, côté slide, ça n'a pas été trop compliqué. Je vais essayer d'être le plus interactif possible. Donc, vraiment orienté démo. Et mon objectif, c'est de partir des bases et d'aller jusqu'à quelque chose d'assez avancé. Donc, c'est ambitieux, hein. J'espère que je vais réussir à faire tout ça dans le temps imparti. Je crois qu'on a un peu de temps pour dépasser éventuellement, hein. On peut dépasser d'une demi-heure, 45 minutes à peu près, si j'ai bien vu le programme. Donc ça devrait pouvoir coller. Et sans plus attendre, on va démarrer. Déjà, juste vite fait, qui a déjà utilisé GitHub Actions? Quelques-uns, pas beaucoup. Ok, c'est super. Alors donc vous allez. Alors j'espère que ceux qui l'ont déjà utilisé ne sont pas arrivés au mode Ninja, troisième Dan, parce que on va s'arrêter à la deuxième Dan aujourd'hui. Mais tout le monde devrait pouvoir en ressortir avec quelque chose. Donc, comme je vous ai dit, on va démarrer du début. Donc, on va partir de quelque chose de très simple. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà démarré ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bootstrappé une application Nuxt. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Nuxt, c'est un framework basé sur Vue.js qui vous permet d'avoir des applications déjà scaffoldées avec plein de trucs qui sont déjà configurés. Et donc, quand vous démarrez la commande npx create Nuxt app, et puis je l'ai appelé Devox 2021, il vous demande quelques trucs. Donc, est-ce que c'est du JavaScript? Est-ce que c'est du TypeScript? Est-ce que vous avez utilisé NPM ou Yarn, etc. Il y a plusieurs frameworks UI qui sont proposés. J'ai décidé de partir sur Vuetify, qui est vraiment super bien d'ailleurs. Donc quelques questions. Les trucs qui sont intéressants à noter, c'est qu'il vous active par défaut la configuration de Dependabot. Donc je reviendrai là-dessus pour vous montrer ce que ça peut faire derrière. Et puis, il vous génère aussi des pipelines directement d'intégration continue. Donc vous avez le choix entre GitHub Action, CircleCI et un troisième dont j'ai oublié. Il y a un troisième. Et puis, évidemment, il vous met ça dans un repo Git. Donc après, il vous télécharge tout ça, etc. Et donc, on a tout ce qu'il nous faut. Et après, je me suis juste contenté d'ajouter tout ça de committer tout ça dans mon repo. Et puis, on en est là. Donc, une fois qu'on est là, tout est sur ma machine. Ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon repo sur GitHub. Et pour ce faire, je vais utiliser. Attendez, peut-être que je vais essayer de remonter un peu pour que tout le monde puisse le voir de manière plus simple. Est-ce qu'il faut que je. Ah, désolé. Non, c'était exactement ce que je voulais pas faire. On va sortir de là. Tac, et je veux remonter. Voilà, pour que vous voyez mieux. Et donc, pour créer mon repo, je vais utiliser GH. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un CLI GitHub maintenant qui vous permet de faire plein de trucs. Je vais créer mon repo avec ça, mais vous pouvez créer des issues, interagir avec des issues. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce CLI. Et vous pouvez même créer des add-ons dedans. Vous pouvez même créer des plugins pour automatiser des tâches que vous avez l'habitude de faire. Donc, si vous travaillez au quotidien avec des repos GitHub, je vous encourage à aller regarder ça, c'est assez sympa. Donc je vais lui dire de me créer mon repo, et mon repo, il vit dans une organisation qui s'appelle Octodemo, et puis je vais l'appeler Devox 2021, tout simplement. 2021, non, c'est ça. Et donc, j'ai raté quelque chose, j'ai hâte de créer repo. Qu'est-ce qu'il me dit? Je suis trop près, je vois rien. Unknown command create. Non, c'est JH repo create, pardon. Je le fais dans le mauvais sens. Voilà. Hop. Et c'est parti. Donc je vais le créer en privé parce que comme je vais déclencher des trucs automatiquement avec des issues, j'ai pas envie que vous me spammiez mon repo parce que je connais des petits malins dans la salle. Et puis on va rien rajouter parce que j'ai déjà tout dans tout en local. J'ai pas besoin de gitignore, j'ai pas besoin de licence. Normalement c'est déjà ajouté. Voilà, il me crée mon repo et j'ai plus juste qu'à faire un git push -u, hop, origine master.
Et normalement, je dois pouvoir aller sur mon repo qui vient d'être créé et qui est à ma disposition. Donc tout ça, ça s'est fait assez rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que dans mon répertoire .github, j'ai un répertoire workflow dans lequel je vais avoir mes pipelines. Tous les pipelines qu'on va créer sont par défaut dans les répertoires workflow. Et ce qu'on voit aussi, alors j'essaye de... Voilà, c'est qu'il m'a configuré aussi, il m'a fait ma configuration de Dependabot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dependabot, je vais peut-être zoomer un petit peu parce que ça va être compliqué de voir. Dependabot, c'est le moteur qui va regarder vos dépendances. Donc, il va regarder le package.json, il va regarder le pom.xml, enfin, en fonction des types d'écosystèmes, de package manager que vous utilisez. Il sait reconnaître ces différentes choses-là. Et il fait deux choses. Il va aller regarder s'il y a des vulnérabilités qui existent dans les packages que vous utilisez. Et auquel cas, il va vous notifier, il va vous dire attention, là tu es en version 3.12, il faut que tu passes en version 3.13 parce qu'il y a une vulnérabilité et que tu vas te faire hacker. Donc ça, c'est le premier truc, c'est un peu en mode réactif. Et puis, il peut être aussi en mode proactif, et c'est ce qu'on voit ici, où ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vérifier s'il n'y a pas des nouvelles versions des packages que vous utilisez. Et donc, là, il le fait pour les différents écosystèmes que j'utilise dans le projet, enfin, qui sont utilisés dans le projet. NPM, par exemple, il va aller voir tous les jours, à minuit, si jamais il n'y a pas une nouvelle version des packages que j'utilise, pour que je sois toujours à jour de ce que j'utilise. Et donc, vous voyez, il me le fait pour pas mal de choses. Il me le fait pour NPM, il me le fait pour GitHub Actions, il peut me le faire pour des modules Terraform, par exemple, enfin, pour pas mal d'écosystèmes. Et puis, je vais pouvoir lui dire qu'est-ce que tu fais quand tu me trouves quelque chose. Et en fait, il va m'ouvrir des pull requests qui vont me permettre de faire le change. Et donc, c'est ce qu'on voit ici déjà, vous voyez. Il m'a déjà créé immédiatement, donc vous voyez, il y a 1 minute, il m'a créé déjà 2 pull requests parce que j'ai des GitHub Actions qui sont utilisés, donc qui sont référencés, qui ne sont pas à jour. Donc il y a une nouvelle version qui existe et il m'a créé la pull request pour la mettre à jour. Donc on va aller voir avant de les mettre à jour. On va aller voir ce qu'on a déjà qui a été généré. Et puis vous voyez, là il me dit, j'ai aussi une faille de sécurité quelque part. Tout ça, ça m'arrive dessus. Alors parfois c'est un peu verbeux, parfois ça vous envoie beaucoup d'emails, mais bon, c'est quand même mieux de le savoir que de l'ignorer. Donc on va aller voir notre pipeline, enfin celui qui a été généré directement par le projet Nux, qui a l'avantage d'être assez simple, mais qui va nous permettre de comprendre un peu tout ce qu'on peut faire déjà en standard avec GitHub Actions. Donc déjà ce qu'on voit, c'est bon, il a un nom, ce pipeline, normal, et puis après il y a un événement ou une suite d'événements, une série d'événements sur lesquels on va s'exécuter. Donc les événements typiques, on va dire, c'est des pushs, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans de la CI. Hein. Par défaut, ce que j'attends d'une CI, c'est que quand je push du nouveau code, les tests vont s'exécuter, la compilation va s'exécuter, enfin, tout ça va s'exécuter. Et ça, on va le faire à la fois sur des branches, donc je push directement dans ma branche main, par exemple, ou alors je crée une pull request dont la cible est main. Donc, vous voyez, si j'avais fait une pull request qui était sur une autre branche qui s'appelait intégration, par exemple, là, ce pipeline ne s'exécuterait pas. Et donc ensuite, alors, oui, point important, c'est que les événements push et l'événement push est un des événements qu'on peut utiliser. Donc si je me mets en mode édition, et si j'ai de la chance, parce que d'habitude, il y a des fois ça ne marche pas pour moi. Oui, voilà, j'ai de la chance. Des événements qu'on peut écouter, il y en a énormément par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, et on va essayer de trouver des use cases pour ça durant le talk. Vous voyez, je peux par exemple déclencher un pipeline sur un événement de déploiement. Donc quand j'ai quelqu'un qui me demande de faire un déploiement, je peux avoir un pipeline qui écoute ça, qui va déclencher le travail effectif de déploiement. Mais ça peut être aussi sur j'ai créé une discussion, ou j'ai créé une issue, ou quelqu'un a commenté sur une issue, ou quelqu'un a mis un label sur une issue, sur une pull request, ou des choses comme ça. Donc l'idée de base de GitHub Actions, en fait, avant que GitHub Actions permette de faire de la CI, la première idée de GitHub Actions, c'était d'automatiser vos workflows. Et c'était de rendre toutes les tâches manuelles de gestion des issues, des pull requests, d'ajout de membres, enfin tout ce qui est d'interaction avec GitHub au quotidien. L'objectif, c'était vraiment d'automatiser ça. Et après, par extension,
on a pris en charge des use cases de CI. Mais c'était pas le premier use case qu'on avait. Et donc à partir de là, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Nous, on automatise vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et typiquement, vous allez trouver des pipelines qui vont aller commenter sur une issue, par exemple, quand elle n'a pas bougé depuis 7 jours, par exemple. Enfin, vous voyez, on a des choses comme ça pour les closer automatiquement. Donc, il y a plein de manières de le faire différemment, mais on a créé des pipelines qui nous permettaient de faire ça. On a créé des pipelines aussi qui essaient de regarder en fait les combinaisons de labels qu'on peut avoir sur une issue et donc automatiquement décider de qui est le product manager de cette partie-là, qui est responsable de ce pan fonctionnel. Et donc on va mentionner, on va créer un commentaire dans l'issue en disant XYZ, a priori ça c'est pour toi par exemple. Donc ça peut être assez intéressant. Donc il y a plein de use cases d'automatisation qui peuvent être super sympas. Donc on a ces événements et ensuite on a des jobs. Donc ici j'ai un premier job qui s'appelle CI. Je pourrais avoir, je crois que j'en ai qu'un seul dans ce pipeline. Ouais, j'ai qu'un seul job. Bon, on verra d'autres exemples où on aura plusieurs jobs. L'idée, c'est que les jobs, par défaut, s'exécutent en parallèle. Donc si vous avez 3 jobs et que vous mentionnez rien, les 3 jobs vont s'exécuter en parallèle et puis ils vont faire leur vie d'un autre côté. Mais après, on peut aussi chaîner les jobs. On peut dire que ce job-là dépend d'un autre. Dans tous les cas, un job va s'exécuter sur son runner de manière dissociée des autres. D'accord ? Si vous avez 3 jobs dans un même pipeline, qu'ils soient en parallèle ou qu'ils soient en séquentiel, de toute façon, ils vont s'exécuter sur des runners différents. Donc, il n'y a pas de. Si vous écrivez sur le disque et vous espérez que le prochain job va pouvoir lire ce que vous avez écrit dans le disque, par défaut, ça ne marchera pas. Il y a des moyens de partager de l'information entre des jobs, mais écrire sur le disque directement, ce n'est pas la bonne solution. Donc là, la particularité de ce qu'on a ici, c'est que l'operating system, on va dire plutôt le nom de l'agent qu'on va utiliser, il est dérivé d'une matrice, et la matrice est définie là. Donc c'est une matrice à 2 dimensions, sur lequel pour l'instant on n'a qu'une valeur à chaque fois. Donc c'est une matrice qui sert vraiment à rien pour l'instant, parce qu'une matrice 1-1, ça fait 1. Donc c'est pas très intéressant, mais on peut imaginer par exemple que mon projet, je vais le faire évoluer, et que j'ai besoin de tester sur la dernière version d'Ubuntu, mais aussi j'ai besoin de tester sur la version d'Ubuntu précédente, dont j'ai aucune idée du numéro de version. Donc je vais dire 14 au hasard, mais j'en ai aucune idée, donc pardonnez-moi si c'est vraiment incohérent. Et par contre, on peut se dire aussi, tiens, on veut planifier l'exécution, le support d'une nouvelle version de Node. On veut commencer à migrer vers une nouvelle version de Node. Donc j'ai pas envie de faire un nouveau pipeline, j'ai juste envie que en parallèle, il m'exécute mon pipeline pour la version 14 et pour la version 16 par exemple. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir faire avec ça. Et donc j'ai juste à rajouter cette commande-là, et je vais le faire après, je vais l'implémenter après, mais ça va nous permettre de tester en parallèle. Et donc ensuite, on a des steps. Donc on va faire un checkout, donc on va récupérer le code sur notre runner, parce qu'il a priori, on va lui demander de faire des choses avec le code, donc autant qu'on l'ait à disposition. Et donc pour ça, on utilise une action qui s'appelle checkout et qui appartient à l'organisation action. Donc si vous allez sur GitHub, à chaque fois que vous voyez ça, si vous faites action/checkout et que vous allez sur GitHub, donc github.com/action/checkout, vous allez trouver une organisation qui s'appelle action, qui a un repo qui s'appelle checkout, et donc vous allez pouvoir voir le code de cette action. Toutes les actions de GitHub sont développées soit sur base de Node.js, donc soit en JS soit en TypeScript. Il y a une sorte de runtime Node.js qui permet d'exécuter l'action, soit à l'intérieur d'un conteneur Docker. Donc quand vous pouvez créer vos propres actions, et vous avez ces 2 options-là pour les effectuer. L'avantage de le faire en Node, donc en JS ou en TypeScript, c'est évidemment que vous n'avez pas le téléchargement d'un conteneur à effectuer à chaque fois, et donc vous allez beaucoup plus vite. Donc, si vous avez des use cases qui peuvent se faire plutôt en JS, faites-le directement en JS. En termes de temps d'exécution, ça sera bien meilleur. Par contre, si vous avez des trucs très compliqués qui demandent pas mal de ressources, etc., peut-être que l'encapsuler dans un conteneur Docker, ça sera plus intéressant. Mais il y a un trade-off à faire entre les deux. Il y a un trade-off à examiner. Et vous avez le choix entre les deux. Et donc ensuite, on fait d'autres choses. On fait un setup de Node, par exemple. Donc on va positionner tout ce qui va bien pour avoir un runtime Node.js sur notre runner. Et puis après, on va faire un certain nombre de choses. Donc là, il y a une phase de cache, parce qu'on peut aussi
gérer des caches, donc stocker, enfin récupérer par exemple toutes les dépendances qu'on peut avoir et demander à GitHub de les mémoriser, donc avec une clé de hachage pour que la prochaine fois, on ne refasse pas un download de tout NPM par exemple, mais qu'on récupère juste ce paquet-là. Ça a déjà été calculé, toutes les dépendances sont récupérées et on a juste à réinstancier en fait ce répertoire en local. Et ensuite, typiquement, on fait un npm CI et un npm run test. Bon, voilà, c'est la suite de steps qu'on a effectué. Donc, on verra au fur et à mesure de la démo qu'on aura d'autres types de steps. Donc, mais avant de continuer ça, bon, je vais annuler les changements parce que donc on a nos pull requests qui ont été créés par notre dependabot et on va pouvoir aller voir que dependabot me propose par exemple de passer de la version 2.15 à la version 2.4.1, donc qui est une nouvelle version de setup node. Donc on va approuver cette pull request déjà parce que c'est toujours mieux d'être sûr de ce qu'on fait, et puis on va faire un merge de notre pull request et c'est parti. Je vais supprimer la branche, j'en ai plus besoin. Et puis on va pouvoir commencer à changer un peu tout ça. Donc pour changer tout ça, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais, plutôt que d'aller repartir sur ma machine en local, je vais ouvrir un CodeSpace. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, CodeSpace, c'est ce qui nous permet de travailler directement dans un VS Code, soit embarqué directement dans mon navigateur, soit une sorte de VS Code remote qui va me permettre d'interagir avec des conteneurs Docker qui sont mon environnement d'exécution, mais qui sont à distance. Donc typiquement, je vais peut-être zoomer hein, parce que je pense que vous ne voyez pas bien. Dites-moi si vous le voyez bien, mais j'imagine que non. Donc par exemple, vous voyez, là je suis sur mon Mac et j'ai un terminal qui est ici. Et si je regarde, si je fais un uname-a par exemple, il va me dire qu'en fait je ne suis pas sur un Mac, là je suis sur Linux, parce que l'environnement d'exécution de mon système, il est à distance. Il est sur Azure, et puis il a tout ce dont j'ai besoin. Alors là, il est suffisamment intelligent pour détecter ce dont j'ai besoin, parce que je n'ai pas fait de config, hein, j'ai rien fait, on a créé un projet from scratch. Néanmoins, la plupart du temps, je vais devoir créer un Dockerfile pour lui dire, bah voilà, mon environnement d'exécution, il a besoin de ça, il a besoin de tel composant, il a besoin de tel truc, etc. Là, j'ai un projet qui est vraiment simple. Mais vous voyez, je peux d'ores et déjà faire un npm install. Et donc, il va aller me récupérer tous mes packages et toutes mes dépendances, etc. On va le laisser mouliner. Et en attendant, on va aller voir notre workflow. Ah bah tiens, il a été plus vite que prévu. Et puis, je peux faire un npm run dev, par exemple. Je ne sais pas pourquoi il change de couleur des fois. Et donc, ça démarre. Donc là, c'est vraiment un projet Nuxt standard qui me dit que, alors je vais le laisser compiler parce que ça sert à rien, j'allais trop tôt, mais voilà, il me dit je peux aller sur localhost 3000, mais localhost 3000 il est dans les nuages, mais néanmoins il y a un forward de port qui fait que je peux quand même accéder à cette application. Donc le temps qu'elle se connecte, c'est parti. Voilà, c'est l'application par défaut de Linux. Vous voyez, en quelques clics, on a réussi à commencer à pouvoir contribuer à notre application sans avoir quoi que ce soit installé sur sa machine. C'est assez sympa quand même. Donc on va continuer à faire évoluer notre pipeline. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je sais que... Alors, je vais tricher, hein, parce que sinon je vais faire des fautes de frappe dans tous les sens. Je cherche mon script. Je vais faire juste un gros copier-coller de ce truc-là, comme ça va me faire gagner du temps. Mais l'idée, hein, c'est qu'avant, on avait besoin de gérer, pour ceux qui connaissent déjà GitHub Actions, on avait besoin de gérer son cache à la main, et on s'est dit, puisque je suis en train de faire du node, peut-être que l'action node, elle peut gérer elle-même le cache, et donc on a simplifié ça. Et donc on s'est dit, ok, on a juste rajouté un attribut pour dire à l'action setup node, génère une gestion du cache. Comme ça, je peux simplifier mon truc et je peux dégager tout ça. Donc ça nous fait gagner pas mal de temps. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Ensuite, ce que je vais faire, alors on va committer ça pour être propre quand même. Donc l'intérêt, c'est que je peux tout committer directement ici. Donc si je fais un CTRL-S. Pourquoi il me dit que j'ai pas un repository Git? C'est intéressant ça. Tiens, bon allez, on va sortir de là. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Je vais revenir en arrière.
petit bug de notre ami. Alors, pour ceux qui veulent pas accéder qui veulent pas utiliser CodeSpaces, qui n'en ont pas le besoin, il y a un autre truc qu'on a fait aussi, c'est que ce CodeSpaces, c'est l'IDE plus des conteneurs, etc., qui s'exécutent pour votre environnement de développement. Mais pour simplifier la vie aussi, vous pouvez juste appuyer sur point quand vous êtes sur votre repo, et là, ça vous ouvre juste un VS Code directement dans votre navigateur, sans qu'il y ait de conteneur, sans qu'il y ait rien du tout. Donc, ça, en termes d'édition sur votre repo, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ça va me permettre de faire mes changements et de lui dire... donc, je vais remettre ça, cache 2.npm, et on va dégager cette partie-là, puisqu'on n'en a plus besoin. Et donc, on va lui dire cache. Qu'est-ce qu'il me fait? Il veut pas me le faire. On va le faire comme ça. Voilà. Bon, c'est bon. On est là. On va dégager ça. On va revenir ici. Hop, comme ça c'est plus propre. Voilà. Donc on a notre cache qui est maintenant directement géré. Et normalement, comme on a exécuté un certain nombre de commandes, si je vais sur mon repository, normalement, on devrait pouvoir voir que mes pipelines se sont exécutés. Donc à chaque fois que j'ai fait des actions derrière, en fait, à chaque fois que j'ai interagi avec mon repo, il y a mon pipeline qui s'est déclenché, puisque à chaque fois, j'interagissais avec la branche master qui, elle, a ce déclenchement. Donc après, on peut suivre l'évolution de ce qui se passe. Donc ça s'exécute, tout tourne bien, c'est parfait. Donc on va continuer. Et puis on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus sympas en termes d'organisation. Parce que là, grosso modo, je fais le même pipeline à la fois pour ma branche master et puis pour une feature branche qui est attachée à une pull request potentiellement. Donc on va faire des choses un peu plus sympas. On va retourner dans notre éditeur. Et puis on va lui dire, tiens, on va retourner ici. Allez. D'accord. J'aime bien les effets démo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Bon, on va pas le faire avec ça. On va le faire à l'ancienne. Et puis ça marchera aussi bien. C'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, OK, ça, on va le diviser en deux. Et on va se dire, OK, ça va être un CI, par exemple, master. OK. Et donc, tu vas t'exécuter que quand on a un push sur master. Donc ça, c'est le premier truc. On va le committer. Hop. Commit change. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre tout ça. Il y a un nouveau, pour ceux qui n'ont pas vu, on a un nouveau bouton ici qui nous permet de prendre tout le contenu du répertoire, enfin du fichier directement. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, on va créer un nouveau fichier, hop, et qu'on va appeler ci-branche.yaml. OK. Et lui, tac, on va lui dire qu'il va s'exécuter sur l'événement pull request. Je vais y arriver. Non, il veut pas. Des fois, je perds la complétion, je sais pas pourquoi. Et c'est là, au passage, tiens, on va lui dire... Comment? Je suis pas au bon endroit? Pull request, pardon, oui, c'est ça. Pull request. Ah, merci. Quand on est trop près du truc, on ne voit plus. Donc, tac, branches, 2 points, voilà, ça doit être mieux comme ça. Et puis on va lui dire que, tac, il va s'exécuter aussi avec node, non c'est 16, hein, je crois. Et c'est parti. Alors, on pourrait faire ça comme ça. Donc,
Par contre, le truc qui est un peu saoulant, c'est que on duplique, le même morceau de pipeline à gauche et à droite, ce qui n'est pas forcément super intelligent. Et donc, pour éviter ça, on a créé un truc il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais je l'ai fait déjà, je l'ai préparé. J'ai créé un repo qui s'appelle Devox 21 Up Node, et en fait, qui est ce qu'on appelle une action composite. Donc l'action composite, en fait, c'est un fragment, un fragment de pipeline, en fait, un fragment de workflow. Et si on regarde ça, en fait, vous voyez, le setup node, le install dependencies, run test, etc., bah, c'est déjà dans cette action composite. On peut lui définir des inputs, par exemple la version de node. Hein, quand je faisais version 14, version 16, eh ben, je vais pouvoir passer ça en paramètres. Et ce qui fait que plutôt que de faire des copier-coller partout, je vais pouvoir juste référencer. Et donc, je vais aller me piquer ça ici. Voilà, hop, je vais prendre ça. Et dans mon pipeline, je vais pouvoir juste lui dire, bah, moi, ce que je veux, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais dégager tout ça. Et à la place, on va juste utiliser ce morceau-là. Et évidemment, je pourrais le faire. Non. Tac, tac. J'adore l'indentation. Ça, c'est le truc qui est un peu saoulant avec YAML. Et donc, on va pouvoir mettre ça, tac, tac. Et plutôt que de repartir from scratch, on va utiliser ça. Donc, je vais le prendre ici. Hop, et puis, je vais le mettre dans l'autre également. Donc, on va committer ça. Parce que comme j'ai pas de... Oh, tiens, si on va faire une pull request. Normalement, non, je ne vais pas faire de pull request, on va gagner du temps. Je vais aller faire ça juste dans le master. Tac, on va l'éditer. Et puis c'est pareil, je vais dégager tout ça et on va mettre ça à la place. Et quand je vais committer ça, on va voir que en fait, même si j'ai l'impression d'avoir qu'une seule étape ici, on va bien voir dans notre pipeline qu'on va avoir l'intégralité des différents steps en fait qui sont embarqués et qui vont s'afficher. Donc ça démarre, il me récupère un agent. Et puis on retrouve bien toutes les étapes par lesquelles on passait tout à l'heure, donc le node CI. Enfin, on va retrouver tout ce qu'il y a à l'intérieur en fait, qui va apparaître. On retrouve notre npm CI, on va retrouver tout ça en fait. Donc ça nous permet d'encapsuler comme ça des morceaux de pipeline pour pouvoir aller plus vite. Tiens, j'ai une erreur. Ah, intéressant. Je ne sais pas ce que j'ai comme erreur. Process complexity. Erreur Mrs. Script lint. Bon, tant pis. Attendez, oui, je crois que j'ai laissé traîner un truc. Bon, c'est pas grave. Ensuite, à partir de là, donc on a nos différents pipelines qui sont là. Et puis on va continuer à évoluer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un petit Dockerfile vite fait pour qu'on puisse commencer à faire notre déploiement. Hein, parce qu'on a fait notre build qui marche entre guillemets. Mais on va aller déployer ça, hein, c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui. Et donc je vais me créer un nouveau Dockerfile. Donc l'idée c'est pas de vous apprendre à faire un Dockerfile, j'en suis bien incapable. Et donc on va aller copier ça, hop, tranquille, on commit ça dans master, et c'est parti. Et donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être de faire notre build de notre conteneur Docker. Donc, on va prendre ça et puis je vais vous expliquer ce que j'ai dedans. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et on va faire ça dans notre pipeline principal. Au passage, hein, si j'arrive à voir pourquoi il me crée une erreur sur le lint, on verra bien. Mais... Donc, on va coller ça là. Toujours pareil. Je ne sais pas comment on arrive à copier des trucs en gardant l'indentation. Non, c'est pas ça. Tac. Voilà. Et celui-là aussi, il faut que je l'indente proprement.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on a notre CI hein, qui s'est exécuté. Et ensuite, ce qu'on fait, bah, c'est typiquement, on va se connecter à la GitHub Registry, donc la container registry GitHub, donc qui s'appelle ghcr.io, en lui donnant en paramètre une variable d'environnement. Donc, quand vous avez, au sein de votre pipeline, vous avez toute une suite de variables d'environnement qui sont positionnées automatiquement. Donc, l'acteur, donc c'est la personne ou le process qui est en train d'exécuter, enfin, qui a demandé l'exécution du pipeline. Le token qui vous est délivré par défaut. Donc, automatiquement, vous avez un token qui est généré, donc qui est temporaire, donc qui va disparaître à la fin du pipeline, mais qui vous permet d'interagir avec GitHub. Donc, qui vous donne un certain nombre de permissions et qui vous permet d'écrire, par exemple, si vous voulez créer une nouvelle issue automatiquement dans un pipeline, vous allez utiliser ce GitHub token pour pouvoir faire cette commande-là. Et donc, on a besoin, pour pouvoir publier dans la registry, de pouvoir écrire, enfin, de pouvoir avoir cette permission-là. Il faut un droit. Ensuite, on va récupérer des métadatas pour pouvoir créer une image, la taguer correctement, etc. Et enfin, on va la pousser sur GitHub Packages. Donc, à chaque fois, vous voyez, on utilise des actions. Donc, par exemple, ici, c'est une action qui a été créée par les équipes de Docker. Donc, ça, c'est un gros avantage de GitHub Action, c'est que vous avez tout un écosystème d'actions qui existe. Et si vous cherchez à droite, vous allez pouvoir trouver un paquet de choses. Par exemple, vous voyez, les équipes de Docker ont créé énormément d'actions. Si vous voulez publier dans AWS, eh ben, vous allez trouver des actions qui ont été faites par AWS. Google, pareil. Si jamais vous faites du Google, vous avez un certain nombre de choses qui existent. Et puis, si vous cherchez HashiCorp, on trouve pas mal de choses également. Donc, vous voyez, il y a plein d'acteurs qui ont créé des actions qui vous permettent de pouvoir utiliser directement leurs API, leur CLI, etc., pour pouvoir interagir directement avec le système. Et à chaque fois, alors ça c'est super important, vous voyez, j'ai derrière le numéro de la version que je veux utiliser. Et donc ça peut être un numéro de version. Le numéro de version, ça sera un tag Git. Donc là, V2, ça va être assez générique. Ça peut être aussi quelque chose de plus précis, donc 2.1.4, ou ça peut être directement un SHA-1. Si vous utilisez des actions qui viennent d'un acteur qui est connu, type HashiCorp, etc., vous pouvez a priori leur faire confiance et être un peu souple sur la version que vous allez utiliser parce que a priori, ils ne vont pas essayer de vous hacker, des choses comme ça. Si vous utilisez des actions qui viennent de la communauté et d'acteurs que vous ne connaissez pas, comme elles sont toutes open source, vous avez la possibilité d'aller faire une revue du code pour vérifier que c'est bien légitime, ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de vous piquer les secrets que vous pouvez donner, par exemple, ou même juste votre code. Donc vous faites la revue une fois, mais si vous restez avec un tag générique, ça peut changer. Vous pouvez le faire pointer sur un nouveau SHA et sur une nouvelle version du code. Donc il faut être assez méfiant là-dessus. Et ma recommandation, hein, quand vous ne connaissez pas, c'est d'aller mettre directement le SHA-1 exact de la version que vous avez revue. Comme ça, vous êtes sûr que même si derrière, il y a une vulnérabilité qui est introduite dans une version ultérieure, bah, ce n'est pas celle-là que vous utilisez toujours l'ancienne version. Donc faites gaffe à ça. Et donc on va committer ça. Normalement, si tout se passe bien, on va avoir notre pipeline qui va s'exécuter et qui va enfin, si tout se passe bien, non, puisque a priori, ça va se planter. Je ne sais pas pourquoi ça se plante. Peut-être que je débug celui-là, parce que process npm run lint. Bon, on va dégager le lint, comme ça. Non, ça sert à rien de toute façon. Il doit être là-dedans, normalement, voilà, npm run lint, on va le dégager, comme ça. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je vais le dégager ici, et ça sera... On s'en débarrasse complètement pour toujours. Et je n'ai pas à le faire dans les deux, dans mes deux pipelines. Oups, cancel. Il faut que je commit ça. Bon, il faudra sans doute que je réexécute le pipeline, mais bon, on le fera après. Donc, et puis je vois que le temps passe, ça passe beaucoup plus vite que prévu. Donc on va continuer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va faire on va anticiper un peu, on va commencer à créer notre pipeline de déploiement, et ça va se faire en deux parties. La première partie, ça va être par l'émission d'un ordre de déploiement. Donc ça, c'est un peu obscur des fois. Tout le monde n'est pas au courant de ce truc-là, donc on va le faire ensemble, vite fait. Et puis, on va créer un fichier, on va créer un nouveau pipeline qui va s'appeler manual deploy, par exemple.
manual-deploy .yaml. OK. Et puis, je vais le commiter, et puis on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Parce que là, on commence à monter un peu dans les subtilités. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, le premier truc ici, c'est qu'on a un nouveau type d'événement pour démarrer. Ça s'appelle Workflow Dispatch. Alors, Workflow Dispatch, en fait, ce que ça fait, on va aller regarder, vous voyez, j'ai deux inputs, environnement et isProduction, ce qui fait que quand je vais aller dans Action, je vais aller cliquer sur Manual Deploy Request, qui est le nom du pipeline que j'ai défini en haut, là, Manual Deploy Request. Et ben, ce qu'il me propose ici, c'est ce petit drop-down. Et vous voyez, je peux lui fournir des datas. Je peux déclencher manuellement un pipeline en lui fournissant un certain nombre de données. Et puis, tiens, on va le démarrer tout de suite. Puis on verra bien ce que ça donne. Alors, et en attendant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc derrière, je fais un certain nombre de choses, notamment, vous voyez, je vais récupérer les valeurs qui ont été fournies par l'utilisateur. Donc GitHub, donc c'est un objet que je récupère, qui a un champ event. Donc avec quoi est-ce que mon pipeline a été démarré? Donc à chaque fois que vous avez un workflow, vous avez toujours ce GitHub.event, cet objet qui est à disposition, qui contient les détails de l'événement. Donc si c'est par exemple, si je déclenche sur une issue, je vais pouvoir avoir github.event.issue.body par exemple, et je pourrai avoir le contenu de l'issue par exemple, et pouvoir travailler avec. Donc là, c'est des inputs, et puis j'ai un environnement et un production, c'est ce que j'avais déterminé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une action qui s'appelle GitHub Script, en fait, qui me permet d'interagir avec GitHub. Donc c'est une sorte de runtime Node.js qui est pré-câblé avec toutes les API que GitHub a à disposition. Donc ça me crée un objet en fait qui s'appelle GitHub et qui me permet par exemple d'interagir avec des repos. Je peux avoir un GitHub.issue qui va me permettre d'interagir avec des issues. Vous voyez, tout ça c'est à disposition et derrière je peux faire du JavaScript. Donc là c'est très très court. Vous voyez, j'ai trois instructions de JavaScript. Mais avec ça, ça me permet de générer notamment un ordre de déploiement. Donc un ordre de déploiement, c'est un message qui est envoyé au niveau du repo et sur lequel des applications peuvent écouter. Donc historiquement, c'était un webhook, mais ça peut être aussi une GitHub Action, ça peut être une GitHub App. Donc il y a pas mal de manières maintenant d'écouter des événements, mais c'est juste en fait un événement que j'envoie avec un payload. Donc je lui dis, voilà le nom de la container registry, le nom de l'image, et puis des variables d'environnement. L'idée étant que je découple en fait l'ordre de déploiement de l'exécution du déploiement, parce que ça va permettre potentiellement de refaire des trucs derrière. Et donc, juste une toute petite subtilité, c'est que d'habitude, quand on veut faire ce genre de choses-là, on lui passe un token. Donc je ne vois plus où est-ce que j'ai passé le token, mais il doit être quelque part devant mes yeux. GitHub token, GitHub token, GitHub token. Voilà, ici, exactement. Donc d'habitude, on lui passe le GitHub underscore token. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le token, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le token temporaire qui est généré, il a des propriétés assez limitées. Donc pour éviter d'avoir des failles de sécurité, pour éviter d'avoir des problèmes de boucles circulaires, des choses comme ça, c'est pas les mêmes droits que ce qu'on a sur un personal access token d'habitude. Donc on a besoin de générer, pour faire ce use case-là, on a besoin de générer un token qui a plus de droits que le token qui est généré par défaut. Et juste alors je vais aller vite là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet, mais vous avez la possibilité de créer une sorte de, on va le voir ici, vous avez la possibilité de créer une GitHub app, en fait, qui va vous permettre, donc dans les settings, si je vais dans mes developer settings, on a la possibilité de se créer une fausse GitHub app, en fait une coquille vide, qui va, je crois que je l'ai ici, qui va nous permettre juste en fait d'avoir les bons droits. Et derrière, j'utilise une action. Donc là vraiment, il n'y a pas de code qui s'exécute derrière, mais il y a juste cette action qui a été développée par un de mes collègues qui utilise cette GitHub app pour récupérer un token avec des droits plus élevés. Donc, et ça, c'est une technique aussi qui est assez sympa parce que ça nous évite, si vous avez un besoin d'interaction et que d'habitude vous allez utiliser un personal access token, qui est un peu chiant parce que si la personne qui a généré le personal access token s'en va, il ne marche plus. Ou alors c'est une faille de sécurité. Et ça vous permet comme ça d'éviter d'avoir ce problème-là. Donc là, normalement, on a dû générer notre déploiement.
il doit être, voilà, il est parti. Et puis, ça c'est bon. Et je vais peut-être redémarrer, maintenant que j'ai enlevé le linter, je vais peut-être redémarrer ce pipeline de CI. Donc vous avez la possibilité de faire un rerun. Comme normalement il va utiliser l'autre version, la nouvelle version de mon action composite, ça doit marcher. Donc ça c'est une manière de le faire. Donc on a déclenché un événement comme ça. Mais on a d'autres trucs en stock qui peuvent être assez sympas et c'est des nouveautés. Et notamment, on a la possibilité de faire des templates d'issue maintenant. Et des templates d'issue, surtout avec des formulaires à l'intérieur. Donc les templates d'issue, ça fait un bout de temps qu'on peut le faire. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, en fait, on va le faire vite fait, j'ai créé quelque chose qui me permet, donc si je vais dans mon point GitHub et que je vais créer un nouveau fichier, il faut un répertoire qui s'appelle issue underscore template. Et ouais. Je peux pas. Issue template et puis slash et puis on va l'appeler template.yml et puis on va coller ça. Et donc tout de suite, alors vous voyez, c'est tout simple. Hein, on va déterminer, on va dire, voilà, là il y a du markdown, là il y a un champ texte, là il y a un drop-down, etc. Donc c'est une nouvelle syntaxe qui existe. On va committer ça. Et immédiatement, quand je vais aller dans les issues, maintenant je vais vouloir en créer une nouvelle. Je ne vais pas partir d'une feuille blanche, je vais partir de ce template. Et vous voyez, ça me permet d'avoir des champs où je peux lui dire, bah, voilà, j'ai un bug, je veux faire un déploiement en production, c'est un environnement de production, et puis potentiellement avoir des labels, etc. Donc ça, hein, bon, c'est encore en bêta, mais c'est vraiment sympa, ça marche bien. Et je vais submitter ça. Et derrière, vous voyez, ça me fait une issue complètement normale. Et si je veux l'éditer, je peux toujours le faire. Donc on a toujours la simplicité. Mais derrière, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir en fait utiliser ça comme point de départ. Et donc, pour utiliser ça comme point de départ, je vais prendre ça. Je vais prendre ce truc-là, parce que je vais l'utiliser après. Donc c'est mon ordre de déploiement, en fait. Donc on va faire un nouveau pipeline. Je vais partir de là. Je vais faire un nouveau workflow. On va zoomer un petit peu moins. Je vais faire un nouveau workflow. Et ce nouveau workflow, en fait, je vais utiliser un template de workflow. Et donc, vous voyez, par défaut, en fait, il vous propose différents templates, donc différents workflows qui existent déjà. Et puis, on peut se créer ses propres templates au niveau de son organisation. Donc, dans votre organisation GitHub, vous pouvez créer un repo qui s'appelle .github, et à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des templates. Et là, j'ai créé un template. Et ce template-là, hop, je vais pouvoir l'instancier. Et puis, je vais juste rajouter derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise une autre action qui, elle, a la capacité d'aller parser en fait, le body de l'issue que je viens de créer. Et je vais juste lui rajouter un peu de data. Donc, c'est grosso modo le même pipeline que celui qu'on avait tout à l'heure, qui crée l'ordre de déploiement. Donc, toujours pareil, l'indentation, ça ne marche pas. Donc, il faut que je décale un petit peu, normalement. Encore un coup. Ah oui, c'est au-dessus aussi. Donc, hop, on va mettre celui-là correctement. Et puis, celui-là. Ah merde. Ah oui, non, c'est celui-là maintenant qui est trop. Ah oui, ok. C'est plutôt ça. Tac, tac, tac. J'aime le YAML. Non, c'était bien. Allez, on commit ça. C'est parti. Et donc, par contre, j'ai créé l'issue trop tôt, donc on va le refaire. Je vais en refaire une, et puis on va faire new deployment request prod. Tac, tac, tac. 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 C'est parti. Et ça va me déclencher mon pipeline. Voilà. Alors, on va regarder vite fait le pipeline pendant que ça s'exécute. L'idée, hein, c'est que... Ah non, pardon, j'ai oublié un truc. Parce que j'ai mis une condition. Oups. D'accord. Tais-toi.
J'ai mis une condition dans mon template pour dire que ça s'exécutait que quand j'avais un label en particulier. Donc on va il faut que je positionne le label dessus, parce que là il ne me l'a pas trouvé. Il faut que je lui rajoute ce label. Tac. Edit label. Et je crois que je l'avais appelé. Non, il faut que je fasse new label et que je l'appelle deploy. Voilà, on va créer ce label. Et normalement, si je redémarre, si je refais mon issue, pardon, ça va se démarrer. Tac, tac, tac. Hop, c'est parti. Non, c'est pas parti. Bon, tant pis. Ou alors je me suis trompé de label, mais c'est pas grave. Ah non, pardon, j'ai oublié de. Autant pour moi, j'ai pas changé la valeur, le nom du label. Je pensais que je l'avais mis dans le template. Bon, juste pour finir rapidement, on va passer directement au dernier pipeline que j'ai à disposition. Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dessus. Je vais le prendre vite fait. Parce que l'idée, c'est que j'ai créé un événement de déploiement. Cet événement de déploiement, normalement, on va le voir qui apparaît au niveau de mon repo. Si j'en ai un qui a réussi à passer, ouais. Vous voyez, j'ai cet événement qui apparaît ici où ils me disent, bah voilà, j'ai demandé à déployer en production et c'est en attente, d'accord? Puisque derrière, j'ai rien fait, j'ai juste envoyé l'événement et personne n'a pris l'événement encore. Donc rapidement, l'idée c'est qu'après, j'ai créé mon workflow qui lui va effectivement faire le déploiement. Donc on va juste créer ce deploy.yaml qui va nous faire pas mal de choses. Et notamment, donc, il va répondre à un événement de déploiement. Il a quelques variables d'environnement qui sont créées. Donc, j'ai le comité vite fait, comme ça, il va peut-être pouvoir s'exécuter en parallèle. Mais l'intérêt, surtout, que j'ai à ce niveau-là, c'est que mon job de déploiement, il target un environnement en particulier. Donc, il y a mon environnement de production. Et donc on a cette notion d'environnement, donc qu'on va aller voir sur mon repo de backup, parce que j'avais prévu que ça ne marcherait pas. Donc, mais en fait derrière je fais vraiment tout ce qu'on a l'habitude de faire, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Notamment je récupère un token qui va me permettre de créer une web app côté Azure, de déployer le conteneur, etc. Donc ça on va dire que c'est de la plomberie, il n'y a rien d'intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment je peux avoir des pipelines qui s'exécutent, mais tout en protégeant l'environnement d'exécution sur lequel je vais m'appuyer. Et donc, si je vais sur mon repo de backup, on va voir des exécutions de ce pipeline. Et normalement, je l'appelais "backup", si je me souviens bien. Voilà. Donc, en fait, là, vous voyez, j'ai mon environnement de production sur lequel j'ai des déploiements qui sont actifs. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau de mon repo, j'ai cette notion d'environnement qui existe et sur lequel je vais pouvoir donner des règles de publication. Par exemple, je vais pouvoir dire, tu ne peux pas déployer en production tant que tu n'as pas une approbation de, par exemple, moi-même. Donc je vais me rajouter. Et ce qui fait que dès que quelqu'un va vouloir déployer en production, donc n'importe qui peut envoyer l'ordre de déploiement en production, mais le déploiement lui-même va s'arrêter. Et il va attendre que moi, j'aille faire une revue du déploiement, que j'aille par exemple revoir le code, revoir les release notes, revoir quoi que ce soit. Enfin, tout dépend de l'événement avec lequel on est parti. Et puis, je vais pouvoir appuyer sur le bouton « OK, j'approuve ce déploiement ». Et donc là, le pipeline va se débloquer. Il est bloqué en attendant que j'arrive, et après, il peut se débloquer. Et je peux rajouter des protections supplémentaires. Typiquement, tu peux déployer en production que si tu arrives de la branche master, par exemple. Et donc, si j'ai des règles qui m'ont permis de protéger la branche master, des codes review obligatoires avec des équipes, etc., toutes ces règles-là seront appliquées en amont avant que je puisse débloquer un déploiement en production. Et je peux avoir aussi des secrets qui sont spécifiques à cet environnement. Voilà. J'ai déjà débordé.
Donc, désolé pour les petits bugs, mais c'est l'effet démo qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on avait un peu oublié. Et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci à vous.